Nous allons parler de l'entrepôt du futur. Alors, qu'est-ce que l'entrepôt du futur? C'est un entrepôt qui a beaucoup évolué ces dernières années. Hein. Les opérationnels de la supply on peut le constater. L'entrepôt s'est automatisé, se robotise. Il change aussi d'aspect. Enfin, et forcément, les métiers qui sont à l'intérieur évoluent également. Alors, nous allons essayer de faire un point avec nos invités, qui sont tous forcément des experts de l'entrepôt, mais à différents niveaux. Pour commencer, Aymeric de Ferrière, qui est directeur innovation et performance chez Cdiscount. Bonjour. Laurence Abaducci, qui est le fondateur et le directeur général, président même de OL. On met directeur général, non, président, il faut dire président quand même. Jérôme Wanker, donc, qui est le président de Fenwick. Et Jean-Marc Soulier, qui est le président de Métis. Voilà. Alors, pour commencer, j'ai envie de me tourner vers Aymeric. Cdiscount a été vainqueur, roi de la supply chain en 2018 avec Exotech. Donc, peut-être nous rappeler brièvement comment vous automatisez aujourd'hui les entrepôts, avec quelle technologie et pourquoi. Bah effectivement, on peut revenir un peu peut-être sur le besoin de la solution d'automatisation et de robotisation. On est dans une phase où la supply chain doit se transformer très rapidement. Il y a vraiment trois drivers. Le premier, c'est la croissance. Les 2 dernières années, Cdiscount a encore connu une croissance supérieure à 10%. Le deuxième, c'est un choix stratégique de passer. En début 2017, on avait 70 000 références stockées. Aujourd'hui, on est à 230 000 et on sera à 250 000 références stockées pour mieux servir nos clients. Et le dernier, c'est un trend qui est commun aussi à toutes les entreprises, c'est l'accélération des délais de livraison. Le J+1 augmente, est supérieur à 50%. Le J, la livraison à jour J se développe rapidement. Donc, tous ces besoins entraînent la nécessité de se transformer pour aller plus vite et augmenter le stockage, mais tout en maîtrisant les coûts. Et le choix de la solution, effectivement, Exotech, avec laquelle on a travaillé depuis le début, et on a lancé ce POC avec elle pour installer la première solution dans nos entrepôts. Il était que grâce à cette solution, en fait, elle répondait à tous nos besoins. Elle répondait à un besoin de densité de stock, elle répondait à un besoin de productivité, et un besoin d'agilité qui s'adaptait parfaitement à notre besoin. On va peut-être rappeler ce que c'est Exotech, hein, quel est le concept. En fait, c'est un petit robot qui va chercher les produits pour les amener au préparateur de commande. Je pense que beaucoup de gens connaissent les robots Kiva qui déplacent des étagères voilà, dans les 2 dimensions de l'entrepôt. L'intérêt de la solution Exotech, c'est qu'elle se déplace dans les 3 dimensions. Elle se déplace en hauteur dans des racks qui vont jusqu'à 10 mètres de haut. Et dans lequel les bacs, on met dans les bacs tous les produits qu'on doit piquer. Donc c'est vraiment un vrai changement en termes de robotisation, et ça apporte toute la partie densification des stocks qui est extrêmement importante, qui est un vecteur de gains financiers importants que n'avaient pas jusqu'à maintenant des solutions de robotique. Alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'en fait, Cdiscount, qui est en pleine croissance, fait confiance à une start-up qui démarre en fait avec une nouvelle technologie et la met en place. Oui, tout à fait. On a fait un peu le pari quand on les a connus. C'était en mai 2016. La solution n'existait que sur le papier, et on avait vu beaucoup d'autres solutions. Et on a eu pleine confiance pleine confiance dans les fondateurs qui avaient une grande expertise. Et au fil des discussions et des réunions, on a compris qu'il y avait un réel avantage à faire ce pari, à travailler avec eux. Et on a fait le pari vraiment de la co-innovation en leur mettant à disposition nos équipes projets ou même nos opérateurs qui ont travaillé dans des ateliers à designer l'ergonomie des postes. Et ça a permis d'accélérer en fait le développement de la solution et d'avoir un résultat qui était vraiment à la hauteur de nos attentes. Alors vous l'avez déjà fait dans un entrepôt, et puis vous deviez déployer la solution dans un nouvel entrepôt à Moissy-Cramayel, je crois. C'est ça, juste à côté de Moissy, dans notre entrepôt de Réau. Donc la première solution, c'était le début. On était sur une solution avec juste 7 robots, à peu près 300 mètres carrés. Et là, on multiplie par 10 l'installation.
on aura plus de 40 robots, c'est sur à peu près 3000 m², donc voilà, c'est une autre échelle. Mais ça va nous permettre de continuer à contenir nos besoins de surface, donc ça rentre totalement dans notre stratégie. Donc gain de productivité, gain financier. Voilà, gain de productivité multiplié par 5 par rapport à du picking avec du stockage classique en étagère, densité multipliée par 5 aussi, et enfin une agilité complète puisque voilà, on installe des racks au niveau de nos besoins, donc on n'a pas besoin d'installer des solutions extrêmement coûteuses en prévoyant, en regardant un horizon à 5-10 ans, mais vraiment on est sur des horizons très courts, donc des ROI rapides. Est-ce que cette avancée technologique vous conduit à voir votre métier différemment ? Elle nous conduit à considérer en tout cas l'innovation différemment. L'expérience qu'on a eue vraiment de co-innovation, de travail, de faire rentrer Exotech dans nos entrepôts, nous a permis de nous montrer tout le gain de faire de la co-innovation. Et cette expérience nous a donné envie finalement et nous a permis de lancer un accélérateur de start-up qu'on a ouvert en fin d'année dernière, fin 2017, et dans lequel aujourd'hui on accélère 5 start-up à date sur des sujets complètement différents qui sont à la fois du transport, de la logistique retour, mais d'autres sujets de robotique. Est-ce que c'est plus facile d'attirer des collaborateurs ? Je sais qu'en logistique, l'emploi, c'est un peu tendu en ce moment. Est-ce que c'est plus facile d'attirer des collaborateurs quand on a une installation automatisée, comme ça, qui finalement fait davantage rêver que peut-être d'autres installations ? Alors, je pense que la culture d'innovation qui est très forte chez Cdiscount et notamment dans sa supply chain est un réel vecteur d'attraction parce que on le voit, on voit que plus on travaille sur ces sujets, plus les équipes et on demande aux équipes de s'investir au maximum, que ce soit les équipes projets, mais nos opérateurs travaillent sur l'ensemble des solutions qu'on est en train d'accélérer. Et on peut se dire que on est en train de parler de solutions robotiques, c'est compliqué dans un environnement logistique. Et ben en fait, c'est très étonnant parce que jusqu'à maintenant, dans la mesure où on a été extrêmement transparent dans notre approche, on communique sur toutes les innovations sur lesquelles on est en train de travailler. Et ben, il y a une vraie volonté de leur part de participer aux ateliers et de faire avancer. Ils comprennent les enjeux et ils jouent le jeu en fait. Donc ils participent aux ateliers sur les différents sujets, des sujets de robotique, mais d'autres sujets de logistique, de flux entre entrepôts, etc. En tous les cas, bravo. Enfin, ça vous donne envie de continuer, j'imagine. Oui, absolument, oui. Ok. Jean-Marc, on se connaît depuis longtemps. On visite des entrepôts ensemble depuis très longtemps, mais les entrepôts ont considérablement changé. Alors, je dirais depuis 5 ans, quoi. Il y a une accélération récente, sans doute due en grande partie à l'e-commerce, qui a modifié un petit peu la manière de concevoir les bâtiments et les plateformes. Quel regard tu portes sur ces évolutions ? Qu'est-ce qui a vraiment changé et qu'est-ce qui va encore changer dans l'entreposage en logistique ? Oui, alors ça fait bientôt 30 ans, effectivement, qu'on parcourt un certain nombre d'entrepôts en France et en Europe. Ce qui change, l'accélérateur, finalement, ça a quand même été la technologie. C'était la technologie d'abord qui a transformé le commerce, enfin le digital, et qui a transformé finalement les comportements d'achat des consommateurs. Et le consommateur étant aussi un professionnel, dans son environnement professionnel, il comprend pas pourquoi aujourd'hui, par exemple, il peut pas avoir tel type de service qu'il a sur Uber, avoir l'ITA. On comprend pas pourquoi on l'a pas aujourd'hui en B2B, par exemple. Donc, le mindset a complètement changé et du coup, ça donne une pression très forte au niveau de, bien entendu, ça se répercute sur la supply chain. Alors, le constat, c'est effectivement cette évolution du commerce au sens large, B2C, B2B. Elle a une conséquence très forte, naturelle, qui est la fragmentation des flux. Voilà. Cette fragmentation des flux aujourd'hui, on est en train de sortir d'une période où elle était un petit peu marginale, ça représentait 2-3% en mix dans les entrepôts, et à une part qui n'est plus marginale et qu'on ne peut plus traiter en marginale. Alors bien entendu, quand on est dans des contextes full web comme chez Cdiscount, ça représente 100% des flux.
Donc, dans ces contextes-là, cette fragmentation, elle impose de revoir, bien entendu, l'ensemble même de l'architecture des organisations et des schémas logistiques, parce qu'en fonction de la promesse qu'on veut adresser, que ce soit du H+, du J+1, J+2, on va avoir un réseau qui va être relativement adapté et différent, donc avec des tailles de sites qui vont être aussi différentes, et bien entendu, ça a un impact sur les moyens logistiques. Ce qui a vraiment changé, à notre sens, dans les moyens logistiques, c'est que finalement, l'entrepôt se retrouve dans cette nouvelle chaîne centrée sur le consommateur, il se retrouve justement au centre des préoccupations du consommateur et un peu pris en étau entre les exigences de ce qu'on appelle, nous chez Métis, c'est un acronyme anglais, c'est Bounty, Speed and Convenience. Donc, Bounty, c'est l'abondance, c'est la largeur de l'offre, qui a plutôt tendance à augmenter en B2C, en B2B. Speed, c'est la vitesse. Et convenience, c'est la praticité. C'est-à-dire, c'est le service qu'on va donner aux clients, ça peut être de la personnalisation, etc. Donc, toutes ces nouvelles exigences consommateurs, on se la prend, finalement, on se la prend de plus en plus dans les sites logistiques. Du coup, les réponses derrière qu'on doit apporter, et justement, dans les environnements où le B2C est un peu dominant, on dimensionne de plus en plus aujourd'hui des entrepôts sur ce qu'on peut appeler, par exemple, sur un critère qui est le click to ship. C'est-à-dire, combien de temps on peut faire pour produire une commande entre le moment où elle a été validée online et le moment où elle est sur le quai d'expédition. Et quand vous avez un click to ship qui est à 1 heure, qu'on size à 1 heure, pourquoi ? Parce qu'il y a des cut-off tardifs pour que les clients puissent commander le plus tard possible et qu'on veut faire du J+1, que vous avez un référentiel de 300 000 SKU, dans lequel vous pouvez piquer des commandes à 2-3 lignes. Waouh, voilà, c'est beaucoup plus exigeant que l'entrepôt B2B d'il y a 30 ans qui livrait de la palette complète pour aller livrer des hyper. Voilà. Donc cet environnement-là fait qu'en fait il faut des réponses segmentées. Et aujourd'hui, le monde de l'entrepôt, entrepôt, ça ne veut plus dire grand-chose, parce que ça peut être une plateforme de consolidation en Asie, ça peut être un entrepôt monde, ça peut être un centre de fulfillment B2C, ça peut être une plateforme de retour, ça peut être une plateforme de cross-dock. Donc, en fait, c'est un monde qui est en train de se segmenter, de se spécialiser, et sur lequel il faut pouvoir apporter des réponses de performance et de service à la hauteur de la nouvelle exigence consumer. Et alors effectivement, la mécanisation est une réponse qui fonctionne dans un certain nombre de cas de figure. Alors justement, est-ce que c'est la seule réponse ? Parce qu'on a vu ces dernières années beaucoup d'entrepôts, en particulier dans la grande distribution, s'automatiser, alors ce qui n'était pas le cas les années précédemment. Est-ce que c'est une tendance qui va se poursuivre ? Est-ce que c'est une bonne tendance ? J'allais dire, est-ce qu'il n'y a pas aussi des fois une automatisation abusive ? Est-ce que ce n'est pas un effet de mode ? Est-ce que ça va continuer et comment ? Alors, bien entendu, je ne crois absolument pas à la vision monolithique des choses. D'abord, pourquoi ces solutions existent ? C'est parce que le marché l'a permis. Cette fragmentation des flux, finalement, elle a permis à beaucoup d'équipementiers, des grands acteurs, notamment allemands et japonais, et français aussi, bien sûr, mais de plus en plus avec les nouvelles startups, mais finalement de créer des nouvelles solutions qui permettent de traiter ces nouveaux flux fragmentés dans les meilleures conditions possibles. Donc ça, l'offre d'automatisation a considérablement changé par rapport à une époque, il y a 30 ans, où il y avait à la limite que les transstockers palettes, quoi. Voilà. Donc ça c'est quand même un premier élément. Après, il y a quand même, il faut être très vigilant parce que, bien entendu, sur le papier, c'est toujours très très beau, c'est sexy, mais je veux dire, on est là, et nous, comme cabinet de conseil, on est là, on est impliqué dans la stratégie, dans le design, mais on est impliqué également dans l'implémentation et aux phases de ramp-up. Donc quand on conseille sur des choix de système, on a intérêt à ce que ça fonctionne le jour où on tourne les clés. Donc le choix des solutions, effectivement, doit être fait de manière pertinente, suivant est-ce qu'il y a des optimisations à faire en mécanisation sur de la réception, sur du stockage, sur du picking, sur du packing, sur du buffering, etc. Donc les réponses, elles sont vraiment à adapter au cas par cas. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, dans ce contexte de flux fragmenté,
on voit bien que la mécanisation et les nouvelles offres de solutions techniques apportent une réelle valeur ajoutée, qu'on aurait vraiment du mal aujourd'hui à faire, même en manuel. Il y a des cas de figure où, en fait, on a modélisé, nous, des situations de front picking en manuel, et en fait, il y avait trop de préparateurs dans les allées, quoi. Donc, en fait, on se bousculait, quoi. Donc, ça ne marchait même plus. Alors après, on peut étendre les allées, mais on peut doubler mais on perd en productivité de manière forte. Donc, la convergence de la largeur de l'offre, de la vitesse et du fameux click-to-ship fait qu'à un moment, dans certaines circonstances, voilà, la mécanisation apporte une valeur ajoutée. Après, il y a plein de cas de figure où c'est même pas la peine. Quand vous avez des très fortes rotations régulières, le picking sur palette marche très bien. Donc, voilà, donc il faut bien doser. Alors, on parle d'automatisation, mais il y a la robotisation aussi qui arrive avec une offre qui permet, dans certains cas peut-être, de remplacer des préparateurs de commandes. Enfin, aujourd'hui, les opérateurs qu'on voit sont principalement les gens qui préparent les commandes. Demain, seront-ils remplacés par des robots, des robots avec une capacité de préhension voilà, qui permettrait de remplacer des humains? C'est une bonne question. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde sur la partie innovation, tous les VC, tous les venture capitalistes, il y a beaucoup d'argent qui se déverse aujourd'hui au niveau mondial dans la robotics et notamment dans la logistique. Il y a tout cet argent-là va forcément faire progresser la technologie, notamment sur deux techno-clés qui sont la vision et la préhension. Donc ces deux technologies-là sont critiques pour être capable demain de faire du picking de n'importe quel type de produit et le faire surtout à la vitesse que l'humain, parce que l'humain est imbattable aujourd'hui là-dessus. Donc c'est sûr, quand on voit les investissements qu'arrivent à faire non seulement les équipementiers, bien entendu, mais également des grands groupes comme Amazon, la division Logistics, ce que fait Alibaba, ce que fait JD.com, ce que font des gros acteurs chinois, bien sûr. On se dit que oui, il y aura des solutions qui arriveront sur le marché dans moins de 5 ans. Merci. Jérôme Vainqueur, Fenwick, c'est un nom, c'est devenu presque un nom commun, enfin c'est devenu quand on parle d'un Fenwick. Mais en même temps, on a l'image du chariot élévateur tel qu'il existait un petit peu autrefois, et pourtant lui aussi il a beaucoup changé. Il y a de plus en plus d'électronique à l'intérieur et à l'extérieur, j'allais dire. Maintenant c'est une machine qui est de plus en plus communicante. Comment évolue ce monde de l'intralogistique et quel est votre regard, vous, en tant que dirigeant de Fenwick, sur cet univers? Alors c'est vrai que le chariot élévateur a beaucoup évolué. Fenwick en tant que leader de la manutention a accompagné ce changement. Je pense que parfois il l'a même initié. On a aussi notre exotech à nous, ça s'appelle Fenwick Robotique. Donc en l'occurrence, c'est un chariot élévateur de série qui est automatisé, qui est robotisé, donc qui effectivement, grâce à l'informatique, grâce au digital, peut fonctionner bien sûr de manière autonome, mais peut aussi communiquer avec les systèmes d'information évidemment du client, les WMS des clients, et peut aussi communiquer avec les autres matériels, voire les autres personnes qui peuvent circuler dans un entrepôt. Donc ça a été une révolution pour nous assez importante, puisque à partir d'un chariot, encore une fois, de série, donc avec les avantages aussi de prix de matériel de série, on a pu y ajouter, grâce bien sûr à des systèmes de laser radar, avec un certain nombre évidemment de capteurs, avec la RFID, on a pu les transformer en véhicules autonomes. Voilà, donc le véhicule autonome dans le chariot élévateur, ça existe depuis plusieurs années. C'est grâce aussi au partenariat que l'on a pu mettre en place avec une start-up aussi à l'époque, il y a plusieurs années. On a découvert une start-up qui s'intéressait à cette évolution, à cette technologie. On a travaillé ensemble et on a réussi aujourd'hui à développer une gamme quasi complète aujourd'hui. Donc aussi bien du transpalette, le gerbeur, le préparateur de commandes, les chariots rétractables, même maintenant sur les tridirectionnels. Voilà, donc toute cette gamme qui nous permet aujourd'hui de connecter
nos matériels au WMS des clients et puis surtout de les rendre autonomes. Alors il reste encore beaucoup de questions, notamment sur l'autonomie énergétique. Ça c'est un autre sujet sur lequel on travaille aussi. Mais néanmoins, en tous les cas, la capacité d'évoluer de manière autonome, c'est-à-dire sans opérateur, avec évidemment un niveau de productivité qui va permettre de travailler 24 heures sur 24, évidemment, indépendamment de la problématique de l'énergie, de l'autonomie énergétique dont je parlais, mais évidemment offre aussi des nouvelles perspectives de fonctionnement, de productivité pour nos clients. Ça veut dire que le métier de cariste est un métier en voie d'extinction ? En tous les cas, forcément, ça a des conséquences, c'est certain. En tous les cas, le métier va forcément évoluer. Voilà, c'est sûr que d'un côté, aujourd'hui, nos matériels, nos solutions permettent de faciliter le travail des caristes sur un certain nombre d'aspects. On parlait tout à l'heure de picking ou voilà. Donc aujourd'hui, on a déjà des solutions qui permettent de faciliter, de limiter la charge physique des caristes. Mais c'est sûr que les métiers vont plutôt évoluer vers la supervision des machines qui circulent ou qui opèrent dans un environnement que la conduite, je dirais, des machines en tant que telles. Donc oui, il est certain que le métier va changer de ce point de vue-là. Alors vous parliez d'indépendance énergétique, qu'est-ce que vous entendez par là ? Disons d'avoir un chariot autonome, c'est bien, mais encore faut-il qu'il puisse fonctionner 24 heures sur 24. C'est-à-dire qu'à un moment, pour l'instant, on a cette limite de l'autonomie des batteries, de l'autonomie électrique. Donc à un moment, il faut recharger néanmoins le matériel en énergie. Donc on a fait des grands pas déjà ces dernières années ou ces dernières décennies. Fenwick a beaucoup développé la partie électrique. On faisait déjà des véhicules électriques dans les années 40, voilà, pour vous dire que c'est une vieille histoire. Évidemment, le développement du lithium-ion est une vraie aussi innovation technologique qui maintenant gagne l'industrie. Évidemment, on les connaît dans les appareils type smartphone et autres, ou ordinateurs depuis un certain temps, mais c'est maintenant une technologie aussi qui devient abordable pour les industriels et qui donc offre aussi des possibilités d'autonomie, de recharge rapide, de biberonnage, donc de recharge à tout moment pour essayer de gagner sur cette autonomie. On a travaillé aussi en partenariat avec des startups ou avec des clients, notamment dans l'industrie automobile, aussi à avoir ce qu'on appelle des docking stations, donc des stations de recharge automatiques, de façon à ce qu'effectivement, là aussi, on puisse se passer des opérateurs pour gérer la partie énergie de nos matériels. Et ça correspond à une demande. Enfin, c'est vos clients qui le demandent. Oui, c'est une demande de plus en plus importante. On va pas se cacher derrière le fait que la plupart de nos clients, leur rêve, c'est de se passer du facteur humain. Donc voilà, tout va dans le même sens. Donc jusqu'à présent, jusqu'à il y a peu de temps, on proposait et on continue à proposer, et on continuera à proposer à l'avenir des solutions que vous appelez manuelles, qui pour nous sont déjà électrifiées, mais ne sont pas automatisées. Donc effectivement, on continuera à proposer des chariots manuels, évidemment. Mais il est certain que la demande maintenant de beaucoup de clients aussi par rapport aux contraintes réglementaires, on l'a beaucoup abordé aujourd'hui déjà, mais c'est vrai que les contraintes réglementaires en termes de droit du travail, etc., font que si on peut effectivement à un moment réduire la dépendance à l'opérateur ou effectivement les fournisseurs capables d'offrir ces solutions ont une avance sur leurs concurrents. Donc c'est certain, oui, on continuera à aller dans ce sens-là. On a parlé d'automatisation tout à l'heure. Est-ce que les chariots sont des appareils qui communiquent justement avec les automatismes et peuvent cohabiter, j'allais dire, dans un entrepôt avec des installations automatisées ? Oui, tout à fait. Donc, effectivement, au-delà donc de nos chariots automatisés, de nos chariots robotiques qui peuvent donc mener des missions de manière autonome, évidemment, ils interagissent avec l'environnement. Donc, là aussi, l'apport du digital a permis de mettre en place aussi des solutions de sécurité qu'on trouve beaucoup déjà dans l'automobile, par exemple, tout ce qui est sécurité passive, sécurité active, tout ce qui est également sécurité avec les opérateurs qui circulent à pied ou sur d'autres véhicules
dans l'entrepôt, donc la capacité de les identifier, de s'arrêter, de les contourner, des possibilités aussi d'identifier bien en amont des opérateurs qui pourraient même entrer dans des entrepôts, donc vraiment de la prévention avant même que les personnes et les matériels soient vraiment en contact potentiel. Et puis il y a aussi toute l'information qui est fournie au travers de notre offre qui s'appelle Connect, donc de la possibilité effectivement de fournir de l'information alors soit aux gestionnaires de flotte, soit à d'autres responsables d'exploitation, à la fois sur l'utilisation de la flotte ou évidemment la performance des opérateurs, pour la partie qui est encore, je dirais, opérée manuellement par des opérateurs. Donc là aussi, la digitalisation a permis des étapes importantes et on continue à développer actuellement des fonctionnalités supplémentaires autour de la géo, je dirais, la géonavigation ou la géotraçabilité de nos chariots ou des opérateurs en opération de picking ou de déplacement de matériel. Incroyable ce qui se passe en ce moment. Laurent Sabatucci. Laurent commercialise les entrepôts. Donc là aussi, c'est un observatoire un petit peu pour regarder les évolutions. Alors peut-être un petit peu moins de l'intérieur, mais en tous les cas de l'extérieur, quoique. Quand on rentre dedans. C'est bien. Oui, bah nous on constate les mêmes évolutions puisqu'aujourd'hui tous les projets Clément, en tout cas tous les gros projets de logistique sont tous en partie mécanisé dans un degré plus ou moins fort. Donc c'est une tendance lourde et je pense qu'effectivement ça ne va pas s'arrêter depuis que Amazon a racheté Kiva en 2012 et que Leclerc a investi massivement dans l'automatisation. Ça s'est diffusé un peu partout. Et d'ailleurs on a travaillé avec, sous l'impulsion du conseil d'administration de l'ASLOG à l'édition d'un livre blanc, donc qui sera édité par l'ASLOG à l'attention de ses membres. Donc l'objectif, c'était de fournir du contenu un petit peu exclusif pour les membres de l'ASLOG. Un livre blanc sur l'intralogistique, un terme un petit peu rébarbatif, mais donc tous les process à l'intérieur de l'entrepôt, qui fixe un petit peu là où nous en sommes aujourd'hui. L'objectif de cet ouvrage, c'est de suivre finalement le flux de marchandises, de la réception, son déplacement, son stockage, le picking jusqu'à l'expédition, et de voir à chaque étape, c'est le plan qu'on a suivi, à chaque étape, qu'est-ce qu'on pouvait faire comme système d'automatisation, de robotisation, et quelles sont les innovations, qui les propose, et on suit ce cheminement, et en fonction de thématiques différentes. On ne fonctionne pas de la même manière en textile et en grande distribution. Donc l'idée, c'est de faire un outil d'aide à l'édition et de benchmark pour les adhérents de l'ASLOG, qu'ils soient dans le textile, dans la pharmacie, dans la grande distribution, et qu'ils puissent se comparer avec ce qui se fait aujourd'hui en termes d'intralogistique. Cet ouvrage devrait sortir à la rentrée prochaine. Donc réservé aux adhérents Dans un premier temps, réservé aux adhérents de l'ASLOG. C'est l'esprit impulsé par Jean-Michel Garnery et le conseil d'administration, c'est vraiment que l'ASLOG, au travers également de ce congrès, puisse proposer des contenus de plus en plus exclusifs et qualitatifs à ses adhérents. Et ce livre blanc en est un. C'est vraiment un outil de benchmark et d'aide à la décision, comme la plupart des travaux que mène l'ASLOG. Alors, je voudrais quand même qu'on parle du bâtiment. Alors, je ne voulais pas parler de nous, mais si tu m'autorises, alors je vais... C'est important, parce que quand on parle de l'entrepôt du futur, c'est ce qui se passe à l'intérieur, mais c'est aussi l'extérieur. Alors, comment évolue la demande et qu'est-ce que, quand tu rencontres tes clients, comment... alors, voilà, qu'est-ce qui a changé ? Premier point qui est massif, c'est la croissance. C'est-à-dire que ça change tout, la croissance, finalement. On a construit 2 millions de mètres carrés l'année dernière en France, d'entrepôts, avec des tailles extravagantes, puisque jusqu'à 180 000 mètres carrés. Donc, effectivement, premier phénomène, une croissance très forte du besoin de nouveaux bâtiments logistiques, pas seulement Amazon, mais toute la grande distrib se réorganise, Amazon, les e-commerçants, les pure players comme Cdiscount, donc tout le monde ouvre de nouveaux sites. Nous, ce qu'on constate quand même, c'est que finalement, à part quelques exceptions, ces sites sont assez banalisés, assez standardisés, puisque les nouveaux process type Exotech, type BOA,
et plein d'autres, type Fenwick évidemment, rentrent dans des bâtiments assez standardisés. Donc finalement, ce qui est assez réconfortant, alors ce n'est pas le cas d'autres exemples hein, comme Vitron et ce que fait Leclerc, mais néanmoins, il y a énormément aujourd'hui, et c'est aussi l'objet du livre blanc, j'y reviens, c'est de montrer qu'on peut mettre en place des solutions qui sont extrêmement performantes dans des bâtiments qui n'étaient pas forcément prévus pour être automatisés. Hein, donc, et d'ailleurs, ça se fait souvent dans un second temps. Je crois que c'est ce que vous faites à Réau, d'ailleurs. Hein, ça se fait dans un second temps. L'immeuble, c'est un immeuble banalisé. Dans un second temps, il y a un process qui est mis en œuvre. Donc ça, c'est le deuxième phénomène. Après, massivement, pas fait de statistiques, mais sur les 70 grosses transactions logistiques en France qui s'opèrent chaque année, je pense que 50 ont une partie de mécanisation, automatisation, à degrés divers. Ça peut être vraiment un convoyeur jusqu'au transstockeur. Donc voilà, la réalité, elle est multiforme, mais c'est massif. Ça répond à des problématiques de gestion de flux, ce que tu disais. Ça répond aussi à un problème d'emploi qui est très fort. On parle du chômage, je pense qu'on devrait aussi parler des problèmes de recrutement que connaissent tous nos clients. Moi, je ne vois que ça. Moi, je ne vois que des gens qui nous disent qu'ils n'arrivent pas à recruter en logistique. Et bien souvent, la mécanisation, l'automatisation, c'est une anticipation de l'impossibilité de recruter des gens dans quelques années en logistique. En même temps, si les préparateurs sont remplacés par les robots et les caristes par des chariots intelligents, le problème sera réglé. Hein. Oui, peut-être. Pas que de dire, peut-être. Jean-Marc ? Non, je ne pense pas, parce que en fait, il y a d'abord, comme on l'a dit, la mécanisation, même si l'offre, comme on l'a dit, elle est aujourd'hui beaucoup plus pertinente, hein, avec des technologies, que ce soit des mini-nodes, des shuttles, des pocket sorters, des étagères mobiles, des solutions type Exotech. Ces technologies-là, elles permettent des convoyeurs, bien sûr, du transstocker palette, permettent de couvrir quand même énormément de configurations, et de plus en plus. Malgré ça, il y a plein de cas de figure où ça ne marche pas. Dire, vous voulez faire du packing, par exemple, un petit peu, avec des colis compliqués. Je pense que l'humain est là pour encore très très longtemps. Et finalement, nous, quand on regarde, on a pas mal d'opérations, une bonne dizaine d'opérations avec des capex entre 5 et 50 millions d'euros. En logistique, il reste quand même, on est quand même sur des sites où il y a 200, 300, 400, 500 personnes encore. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce double effet, c'est-à-dire que la fragmentation des flux, c'est-à-dire liée à l'e-commerce, elle augmente la valeur ajoutée logistique de manière monstrueuse. Puisque le coût de traitement d'une commande B2C, c'est entre 4 et 10 fois plus que le coût d'une commande B2B. Donc vous avez cet effet-là qui crée de l'emploi, et en parallèle, effectivement, il y a une partie qui est absorbée par de la mécanisation. Donc je ne suis pas sûr du résultat final dans quelques années. Est-ce qu'il y aura plus de monde ou moins de monde dans les entrepôts ? Ce qui est sûr, c'est qu'on créera plus de valeur ajoutée logistique sur la totalité du coût du produit qu'on ne le fait aujourd'hui. Alors, je rebondis sur ce que tu dis, je partage, hein, parce qu'effectivement, nous, on voit beaucoup d'exemples avec de l'automatisation et des sites de 300-400 personnes qui vont de concert. Donc on se dit effectivement ça. Je pense aussi que c'est lié à un historique. Parce que quand on voit les exemples de JD.com que tu citais en Chine ou d'autres, les entrepôts sont largement automatisés, presque sans ressources humaines. Oui. Moi, j'ai vu ces exemples-là. Oui, mais... Et eux partaient finalement de la feuille blanche. Donc je pense que c'est aussi lié peut-être à un historique de nos organisations et que si on partait de la feuille blanche, les moyens d'automatisation, de robotisation d'aujourd'hui et du futur intégreraient peut-être moins l'humain. Alors, il faut faire attention entre ce que JD peut montrer et puis ce qui est de chez son prestataire expressiste. Les entrepôts très automatisés, c'est souvent dans de l'express colis, où effectivement on manipule que du colis. Quand on fait du picking, à un moment, on touche un article, il faut le prendre à un endroit, le mettre à un endroit, il y a une opération de packing en plus, il y a du decanting en réception. Donc, oui. J'ai pas encore vu d'entrepôt entièrement automatisé dans un contexte de cette nature. Jérôme ? Et puis ça dépend aussi de quel volume d'activité on parle. C'est-à-dire que là, on a tendance effectivement, vu le sujet, à se concentrer un peu que sur les très grandes entreprises qui gèrent des très gros volumes.
Mais il y a tout un, voilà, il y a tout un réseau de grandes ou de petites ou de moyennes entreprises qui, évidemment, pour lesquelles ce type de solution-là n'est pas adapté. Donc, effectivement, qui ont besoin de flexibilité, qui ont besoin, alors ils ont besoin de vitesse aussi, mais ils ont surtout besoin de flexibilité. Et dans ce cadre-là, le retour sur investissement de l'automatisation de l'entrepôt n'est pas pertinent. Donc, effectivement, il y aura de la place pour tout type d'entrepôt. On a vu aussi des grands acteurs, notamment de la grande distribution alimentaire, faire des fois machine arrière sur leur stratégie d'automatisation d'entrepôt, d'aller du tout automatisé au revenir sur du semi-automatisé, parce qu'effectivement, ils ont bien vu aussi les contraintes d'une automatisation complète en termes de souplesse, de réactivité, de flexibilité. Le retour sur investissement est aussi pas toujours évident à calculer. Moi, j'ai eu des discussions très franches avec certains clients qui avaient été allés vers l'automatisation complète de leurs entrepôts régionaux, en tous les cas, et qui ont eu la franchise de me dire que le retour sur investissement, ils ne le verront jamais, en l'occurrence. Donc, ne serait-ce que parce qu'ils seront obligés de faire évoluer leur entrepôt avant même que le retour sur investissement initial puisse vraiment être constaté. Donc voilà, c'est aussi par itération, entre guillemets, que le modèle évolue, quoi. Donc, mais évidemment, on a parlé de beaucoup de grandes entreprises aujourd'hui, mais voilà, le tissu de PME et de grandes entreprises, sans que ce soit forcément des très grandes entreprises internationales, aussi a un besoin aujourd'hui d'automatisation. Alors, c'est pas forcément de l'entrepôt, mais c'est en tout cas d'un certain nombre d'étapes, comme vous le disiez, un certain nombre d'étapes à l'intérieur de leur chaîne logistique ou intralogistique. Dans ce cadre-là, effectivement, c'est comme ça que, en tout cas, Fenwick essaie de se positionner au-delà même du chariot, dans d'autres types de prestations pour les faire évoluer. Oui, je prolongeais, vous avez 1000 fois raison, et c'est vrai que la moitié de notre marché, ou en tout cas 40%, sont des bâtiments existants de plus petite taille. Alors quand je dis plus petit, c'est 20 000, 15 000, et c'est souvent effectivement des ETI, des PME, qui n'ont pas du tout ces besoins que peut rencontrer ces discounts et qui rentrent sur des modules un peu partiels de méca, d'automatisation, des chariots intelligents, et on est sur un tout autre sujet, vous avez raison. Moi, je remarque un point qui me semble extrêmement positif, c'est qu'on a la chance d'avoir quelques Français extrêmement performants, extrêmement innovants sur ces... Vous avez cité Exotech, mais je vois Scalog également dans la salle. Uboa, on a des sociétés innovantes qui se déploient au niveau international aujourd'hui. Donc tout ça, moi, me semble un écosystème extrêmement positif. Je pense qu'il faut vraiment retenir de cela que c'est extrêmement positif. C'est à la fois vecteur d'innovation. L'entrepôt du futur, puisqu'on l'a intitulé comme ça, c'est aussi un entrepôt, vous l'aviez dit, mais c'est un entrepôt où les collaborateurs se sentent mieux. Nous, on fait un gros travail. Aujourd'hui, on est certifié, par exemple, en éco-éclairage pour que de plus en plus l'éclairage des entrepôts, le bilan carbone global, donc chauffage, éclairage, soit meilleur, que l'ergonomie des collaborateurs soit meilleure, que la qualité de vie au travail soit meilleure. Donc il y a une prise de conscience très très forte des entreprises. Il n'y a pas seulement l'automatisation, il y a tout ce cheminement, et je trouve qu'on a quelques champions de l'innovation en France qui sont extrêmement performants sur ces sujets. Jean-Marc ? Oui, dans la prolongation, c'est vrai que les investissements peuvent être importants. Donc on a un garde-fou quand même, c'est les CFO, enfin les DAF, très souvent, parce que quand il y a des montants importants, il faut justifier quand même des ROI et passer par des comités d'investissement, donc ça c'est sûr. Donc la partie financière, productivité, il ne faut pas se le cacher, c'est quand même... c'est quelque chose qu'il faut traiter. Enfin, c'est pas quelque chose pour laquelle la mécanisation peut être une réponse. Mais il y a aussi toute la partie humaine. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a quand même un sujet de fond dans les entrepôts. C'est quand même un monde. On en a fait beaucoup, dans lequel on vieillit pas forcément très bien. Quand on regarde des gens qui ont fait 20-25 ans de préparateurs de commandes dans des entrepôts, voilà, ils ont des problèmes de dos, il y a beaucoup de TMS, etc. Donc ça, et c'est clair que la mécanisation peut apporter une réponse en travaillant sur l'ergonomie des postes de travail. Et nous, on l'a constaté sur des chantiers qu'on a pu faire. Quand vous avez des préparatrices de commandes qui sont passées sur des postes goods to person et qui nous disent quand même, maintenant, je rentre le soir à la maison, j'ai plus mal au dos, quoi. C'est clairement, on a apporté quelque chose à leur vie, quoi. Et ça fait partie aussi quand même de la valeur ajoutée. Je pense que ça, c'est un point important.
Ça aussi, alors ça réduit, comme on dit, la charge mentale. C'est-à-dire que les gens sont dans des situations plus confortables pour travailler parce qu'ils ont des assistances informatiques qui leur permettent de plus se tromper, quoi. Donc, après, c'est aussi, comme tu le disais, c'est aussi une réponse dans certains bassins d'emploi. Il y a des situations critiques, il faut le savoir. En France, aujourd'hui, il y a des bassins, voilà, il y en a 4-5, c'est extrêmement difficile de recruter. Et en plus, quand on voit Amazon qui s'implante de plus en plus, c'est clair que là, ça assèche des bassins d'emploi. Donc, les solutions techniques permettent également finalement de banaliser un peu les postes de travail et donc de mieux intégrer plus facilement des collaborateurs à temps partiel ou des intérimaires. Donc il y a aussi cette vertu-là qui apporte une flexibilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend quand même compte que, enfin, pour moi, je pense que c'est un gros changement de paradigme. On ne peut plus systématiquement opposer automatisation et flexibilité. L'automatisation apporte de la flexibilité, on vient d'en parler sur la partie humaine, elle apporte également de la flexibilité horaire. Quand on a un pic d'activité, on peut le traiter sur la 3e équipe 3-8, c'est plus facile que si on a les équipements, on a moins de ressources à mettre en œuvre que s'il faut monter une 3e équipe, etc. Donc on est quand même, grâce à ces nouvelles solutions techniques, dans un changement de paradigme aujourd'hui sur le monde de l'entrepôt. Mais il ne faut pas oublier, c'est quand même l'humain qui crée les machines, c'est l'humain qui pilote les machines, c'est l'humain qui maintient les machines. Donc sa position, la position centrale de l'homme et des femmes, bien entendu, au sein des entrepôts restera majeure. Moi, je suis assez d'accord sur ce point. Il faut vraiment prendre en compte la transformation des métiers. C'est vrai que hors période de pic, on a peut-être moins de difficultés. En période de pic, on a ces difficultés de recrutement. Mais en tout cas, certains de nos opérateurs sont en train de changer de métier. On est en train de les former à la maintenance. Et des besoins d'équipes de maintenance, des besoins d'équipes SI, des besoins d'équipes en projet logistique, ils augmentent énormément. Et c'est pas simplement il y a évidemment d'autres profils, c'est pas forcément toujours le même profil qu'un opérateur, mais il y a certains opérateurs ou certains chefs d'équipe qu'on arrive à faire monter, dont on arrive à transformer le métier. Et chez nous, certains chefs d'équipe sont passés à la maintenance, d'autres chefs d'équipe sont montés dans nos équipes projets. Et voilà, et on sert de notre accélérateur de la zone de prod justement pour former nos équipes à la maintenance, qui est une maintenance complètement différente que c'est des compétences qu'ils n'avaient pas. Donc il faut acquérir ces compétences en robotique et d'autres compétences. Donc il y a vraiment une transformation des métiers. Je reviens sur le bâtiment proprement dit. Est-ce que l'entrepôt du futur, on a parlé de la raréfaction du foncier tout à l'heure, est-ce que ça ne va pas changer la configuration du bâtiment? Est-ce qu'on ne va pas assister à des bâtiments sur plusieurs niveaux, en hauteur, peut-être en sous-sol, Laurent? Ce que fait Amazon sur plusieurs niveaux. Ce qui est certain, c'est qu'il y aura un intérêt à pouvoir mettre plus de mezzanine qu'on en met dans les immeubles aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup souvent les entrepôts ne sont pas suffisamment utilisés, c'est un peu la réponse que vous recherchez avec Exotech, mais ne sont pas suffisamment utilisés en hauteur. Donc il y aura un intérêt à rendre l'entrepôt plus modulable, qu'on puisse y dérouler des mezzanines plus facilement. C'est compliqué d'un point de vue réglementaire, ça se fait quand même. Mais donc ce qui change, c'est le besoin de mezzanine, parfois la planimétrie des sols, mais fondamentalement, les hauteurs, si on veut densifier avec des transstockers, mais là, on est dans des choses qui sont extrêmement spécifiques et finalement assez rares, puisque la plupart des immeubles, encore une fois, restent assez simples de ce point de vue. Ikea, à Gennevilliers. Alors, ça, c'est pas un phénomène d'automatisation, c'est pas lié à tous ces sujets. Ça, j'y crois énormément, ça c'est un avis personnel, je crois énormément au bâtiment sur plusieurs niveaux, proches sur des secteurs où les fonciers sont rares. C'est vrai que l'exemple de Gennevilliers était un pari, mais c'est tout à fait logique. Il y a eu des exemples similaires il y a 30 ans, il y a même plus de 30 ans, boulevard Macdonald et boulevard Ney. Il n'y a aucune raison qu'on n'ait pas à 15 km de Paris des immeubles sur 2-3 niveaux. Le fond du sujet, c'est de pouvoir y faire rentrer des porteurs, d'avoir les pompiers qui vous donnent des accords sur ce type d'immeuble. Mais sinon, mais ça, c'est pas lié au process que vous mettez à l'intérieur. C'est une vraie tendance. Les fonciers vont devenir quelque chose d'extrêmement compliqué à mettre en œuvre. La biodiversité, la volonté de
de sanctuariser les terres arables, c'est vrai que ça va complètement limiter le développement logistique. Et on construit, à mon avis, trop. On est sur des quantités qui sont énormes. Oui, alors justement, tu parles un petit peu d'environnement, là. Est-ce que la dimension environnementale dont on parlait beaucoup il y a quelques années, on en parle encore aujourd'hui? Est-ce que c'est une préoccupation quand on... Je pense que ça va s'accélérer. Ça va s'accélérer parce qu'on a, à mon avis, pris le problème uniquement sur le sujet label, HQE, BREEAM. En fait, il y a un grand leurre dans l'industrie immobilière de l'entrepôt, c'est que les immeubles sont hors réglementation thermique. C'est-à-dire que comme les immeubles sont réputés non chauffés, ils s'exonèrent de toute réglementation thermique. Et ça, c'est un leurre, parce qu'en fait, dans la vraie vie, on les chauffe. Et donc, quand on va s'intéresser au bilan carbone réel des bâtiments en fonctionnement, on va se rendre compte qu'il faut faire des choses. Et les grands donneurs d'ordre, les grands chargeurs, les grandes entreprises vont commencer à réfléchir à c'est quoi un entrepôt décarboné. Et là, je pense que tous les sujets qui sont en cours sur l'éclairage, nous on travaille sur le chauffage, sur une meilleure isolation, enfin un certain nombre de choses qui font qu'on va réussir à baisser le bilan carbone des bâtiments, plus qu'à obtenir un label sur un bâtiment réputé non chauffé. Mais là, il y a un sujet extrêmement, et tu verras que ça fera l'objet de nombreuses réflexions dans les temps à venir, c'est un sujet passionnant. Jean-Marc, sur la partie HQE. Oui, sur la partie bâtiment, pour rebondir ce que tu disais, Laurent, clairement, alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de B2C, mais il y a aussi le monde du B2B, parce que la distribution, notamment dans le B2B, est en pleine transformation. Les nouveaux schémas logistiques qui sont en train d'être définis ont une tendance à remettre des sites proches des grosses agglomérations, justement pour faire du service plus autour de ces grosses agglos qui concentrent une grosse partie de la richesse vive. Donc on le voit, c'est la stratégie d'Amazon aux États-Unis sur une quinzaine d'agglos. C'est la même stratégie qu'ils font en Europe et c'est la stratégie de beaucoup de retailers aujourd'hui et même de distributeurs en B2B. Donc il y a quand même sans doute une pression immobilière qui est de plus en plus forte proche des grosses agglos qui va avoir tendance, comme on le voit à Shanghai, comme il y a à Shanghai, le coût du mètre carré est supérieur au coût de Paris en logistique, et donc du coup, en fait, on essaie de réduire la surface au sol, donc du coup peut-être de mécaniser parce qu'on peut monter en hauteur et utiliser le volume, et peut-être faire des étages demain, mécanisés ou pas, parce qu'effectivement, là, on réduira encore davantage les coûts. Donc il y a ce phénomène-là. Il y a le phénomène d'avoir également tiré par les offres de services H+, des petites plateformes dans les zones très denses, qui peuvent être au cœur des grosses agglos, des plateformes de 1000-2000 mètres carrés. Il y a aussi la tendance d'utiliser du back-office magasin pour être point d'expédition, et ça, on travaille sur ces sujets-là, et la méca peut contribuer, alors d'autres types de méca ou pas, enfin, à apporter des réponses, parce que comme il y a des petits flux, à des coûts de traitement qui sont très élevés. Et puis en parallèle, il y a les méga hubs. On parlait de sites de 180 000, voilà, qui sont en train de sortir aussi. Donc, je pense qu'on est quand même globalement sur une fragmentation des besoins, mais avec une supply chain et une logistique qui se segmente en fonction de la typologie des agglomérations qu'on sert, en fait. Merci, Jérôme. Rien. Moi, j'ajouterais juste un point sur l'environnement et plus sur le transport. En fait, c'est très aligné avec le côté financier, l'aspect financier, c'est-à-dire aujourd'hui la réduction notamment du transport lié au e-commerce est liée à la manière dont vous gérez le vide dans les colis. Donc il y a tout un travail qui va avoir un impact à la fois environnemental mais aussi financier. Et ça pousse toute entreprise avec le plus grand pragmatisme à faire des efforts dans ce domaine, donc à avoir des machines d'emballage qui s'adaptent parfaitement à la forme des produits pour qu'il n'y ait plus de vide, à optimiser la palettisation avec des systèmes de réalité augmentée, des systèmes innovants pour pouvoir mieux remplir les camions, etc. Et ça permet de réduire fortement l'utilisation notamment de camions sur les routes. Merci. Il nous reste 3 minutes. Est-ce que vous souhaitez poser des questions ?
Oui, je voulais continuer dans la partie environnementale. Est-ce que vous ne voyez pas les entrepôts comme une capacité de production d'énergie, électrique entre autres? Le sujet n'a pas été abordé, ou du moins vous l'avez touché du doigt, éoliennes, photovoltaïques et autres solutions qui vont nourrir finalement les flottes de véhicules qui sont en bas. Alors, je me permets de répondre. Disons que c'est un problème de politique publique, en tout cas le photovoltaïque. Donc, c'est possible, mais aujourd'hui, le système d'appel d'offres dans le cadre de l'attribution de marchés photovoltaïques et le coût de production, le coût de revente de l'électricité fait que ça n'a pas beaucoup de pérennité. En revanche, l'autoconsommation peut en avoir partiellement. C'est quand même une réponse qui aujourd'hui n'est pas très satisfaisante en termes de bilan énergétique. En revanche, il va y avoir des innovations assez fortes sur le chauffage des bâtiments, pour le coup. Donc effectivement, vous avez deux façons de gérer le sujet. Vous réduisez, vous connaissez ça parfaitement, vous réduisez la consommation. Ça a été fait sur l'éclairage, puisqu'il y a un mouvement massif. Aujourd'hui, on réduit l'éclairage de 70% avec des systèmes intelligents. Et on va réduire de la même manière le chauffage. Il y avait des systèmes intelligents de pilotage qui permettaient de réduire de 20% les chauffages des entrepôts. On va dépasser les 50% avec des systèmes toujours pareil, avec un peu plus d'intelligence artificielle, avec un peu plus de techno. Donc on aura des bâtiments extrêmement vertueux d'un point de vue consommation. Si à l'avenir, la production devient possible, là on aura des bâtiments effectivement qui seront à énergie positive et ce sera formidable. Mais je pense qu'effectivement on va arriver vers ça. Et peut-être juste pour rebondir sur la préoccupation environnementale, personnellement, moi je trouve que depuis quelques trimestres en tous les cas, je trouve que beaucoup de nos clients, nos prospects ont perdu en tous les cas vis-à-vis de leurs fournisseurs un peu cet intérêt environnemental concernant les fournisseurs qu'ils choisissent. Personnellement, je trouve que beaucoup de nos clients, de nos prospects ne portent pas suffisamment d'attention à la politique environnementale ou de développement durable de leurs fournisseurs. En tous les cas, moi, je suis relativement peu sollicité sur le sujet. Autant il y a 4-5 ans, je trouvais qu'il y avait eu une dynamique assez importante. Autant je trouve que depuis 2-3 ans, peut-être avec la reprise économique forte, je trouve que c'est moins devenu une préoccupation visible en tous les cas. En tout cas, je parle de ce que je connais, une préoccupation de nos prospects ou de nos clients. Nous, alors c'est étonnant, ouais, c'est pas ce qu'on vit, nous, sur les bâtiments. Il y a une vraie préoccupation environnementale aujourd'hui de nos clients. Les labels sont devenus un petit peu, presque le prérequis, mais on arrive maintenant vraiment. Et alors, il y a ça, et il y a surtout une préoccupation forte du mieux vivre des collaborateurs, d'un point de vue sécurité et d'un point de vue agrément. Alors le terme est peut-être mal choisi, mais en tout cas créer des zones cosy, des parcours de collaborateurs plus satisfaisants, des univers de marque, y compris dans l'entrepôt. Donc c'est des réflexions qui sont assez passionnantes et qui sont assez vivifiantes pour des gens comme nous. Non, mais moi, je pense qu'il y a encore un gros travail à faire justement sur le bien-être au travail dans le monde de l'entrepôt. On est de plus en plus dans des logiques postées. Et je trouve que l'environnement, parfois, il est... bon, franchement, on peut faire beaucoup mieux pour les opérateurs, notamment au niveau du bruit, au niveau sonore, même au niveau visuel. Même s'il y a des shuttles ou des mini-lots pas loin, je pense qu'on peut masquer... Enfin bon, voilà, là c'est, en termes de bien-être, on peut vraiment faire beaucoup mieux. Merci. Enfin, de ce que je retiens de cet échange, en fait, c'est qu'il n'y aura pas un entrepôt du futur, mais sans doute beaucoup d'autres entrepôts du futur, des grands, des petits, des automatisés, des non automatisés, avec des opérateurs et d'autres sans opérateurs. Et ça fera sans doute une très belle diversité. En tous les cas, merci beaucoup pour votre attention. Merci aux intervenants.